Bonjour, bienvenue dans Question d'éthique. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de santé publique. Nous allons parler de vaccination, d'épidémie et de pandémie. Et pour cela, autour de la table, nous avons Simone Di Nicola, qui est directrice adjointe de l'hôpital de Martigues. Vous êtes secrétaire générale de la MNH, qui est la mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de santé et du social. Et vous êtes aussi la vice-présidente de l'Union régionale de la mutualité française PACA, chargée particulièrement de la prévention. À côté de vous, Pierre Lecause. Pierre Lecause est philosophe, professeur agrégé de philosophie. Il enseigne à la faculté de médecine de Marseille où il est maître de conférence d'éthique médicale. Vous êtes aussi le directeur de la rédaction de la revue Forum, qui est la revue de l'espace éthique méditerranéen. Vous êtes membre du Comité national d'éthique et vous venez de publier chez Vuibert Le médecin et la mort, d'un point de vue éthique et philosophique. Je vous conseille de lire cet ouvrage. En face de vous, Jean-Louis Sammarco. Jean-Louis Sammarco est praticien hospitalier, professeur de santé publique à la faculté de médecine de Marseille. Naturellement, Jean-Louis, vous êtes le président de l'INPES, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, également du CODES, qui est la même chose au plan régional. Et puis, vous êtes le président de la conférence régionale de santé. À côté de vous, nous avons Jean-Robert Harlet. Jean-Robert Harlet, praticien hospitalier, chef de service de médecine interne à l'hôpital de la Conception à Marseille. Vous êtes professeur de sémiologie à la faculté de médecine de Marseille, responsable de l'organisation de l'enseignement du 3e cycle et récemment élu vice-doyen de la fac de médecine de Marseille. Vous êtes membre de l'espace éthique méditerranéen. Alors, parlons de vaccination, d'épidémie et de pandémie. Et tout de suite, une question que l'on se pose quand on n'est pas vraiment au courant de tout ça, on se dit, mais finalement, la santé publique, c'est quelque chose qui apparaît avec les microbes, en quelque sorte. Est-ce que c'est vrai, Jean-Louis Sammarco? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, alors voilà, pas vrai. on a tout faux dès le départ. Non, non, c'est pas faux. C'est pas faux, mais ça mérite d'être précisé. Parce que ça a tendance à restreindre la santé publique à l'épidémiologie et l'épidémiologie à la transmission des maladies transmissibles. L'épidémiologie, dites-moi ce que ça veut dire. C'est la mesure. La mesure, d'accord. En gros, ça va. La santé publique, c'est une notion. L'épidémiologie, c'est une technique. D'accord. Et la santé publique n'est pas née avec les microbes. La première grande campagne de prévention a été faite par Philipp Ignaz Semmelweis à Vienne en 1936. Et à l'époque, il n'avait même pas de notion de microbes. Mais il pensait que la maladie se transmettait par les miasmes. Pour les couper, il a évoqué 1836. 1836, excusez-moi. Okay. Et donc, il a demandé aux médecins de se laver les mains avant d'examiner les malades. Notion tout à fait récente. On n'avait pas de notion de germes. On a découvert les germes 50 ans plus tard. Et c'est la première campagne de prévention. On pourrait dire que c'est la première acte, un des premiers actes. Le lavage des mains, simple, mais non pas pour le lavage, non. L'odorification pour casser la transmission par les mauvaises odeurs. C'est donc des bases totalement fausses, mais un résultat absolument merveilleux. Mais si j'insiste en disant que le lien n'existe pas, c'est pour ne pas que dans l'esprit du public se mêlent pathologie infectieuse, pathologie transmissible, épidémiologie et santé publique. La santé publique, c'est une conception de l'analyse des problèmes de santé qui se veut aussi globale que possible. D'accord. Donc ça n'apparaît pas avec les microbes. Non. Et l'idée de la vaccination, qui est justement l'idée de protéger les personnes, le public, en quelque sorte, contre l'attaque des microbes, ou tout au moins de certains d'entre eux, ça n'est pas quelque chose qui, pour vous, est lié à la santé publique? Si, bien sûr. Bon. Ben non, mais c'est un morceau. Quand je disais non, c'était pour ne pas restreindre, pour qu'on ne fasse pas une assimilation abusive. Par contre, bien sûr, Pasteur est sans doute le créateur de la vaccination d'une part et de cette notion médicale de la prévention dans lequel une intervention médicale permet d'éviter que la rencontre entre un germe et un sujet ne débouche sur des dégâts pour le sujet en question. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est le principe de la vaccination, Jean-Robert Harlet? Comment ça fonctionne? Très simple. Vous êtes garçon vacher, vous trayez les vaches qui ont une maladie qui s'appelle la vaccine. C'est ça, on fait ça tous les jours, effectivement. Ça s'est passé au XVIIe siècle avec Jenner. En Angleterre, le garçon vacher, trayant les vaches, touchant une maladie du pis de la vache qui s'appelait la vaccine, ce garçon était devenu insensible ensuite à une maladie qui était un drame à travers l'Europe et le monde entier, qui était la variole. Et donc on a dit,
faisons toucher de la vaccine aux gens et ça évitera qu'ils aient la variole. Donc tout le monde est allé toucher le pied des vaches pour éviter de prendre la variole, c'est ça? Pour commencer. Et ensuite, on s'est dit de façon plus récente, effectivement, et à partir de Pasteur, on s'est rendu compte qu'il s'agissait en fait de développer chez des gens une protection préalable au contact avec une bactérie ou avec un virus, ce qui permet aux gens d'être délivrés de faire l'expérience d'une maladie. Ils ont simplement développé, eux, des anticorps préalables à cette éventuelle maladie. C'est ce qu'on fait chaque année avec la vaccination contre la grippe chez les personnes âgées, chez les sujets fragiles, chez les personnels de santé. On vaccine contre la grippe. Dès lors que nous rencontrerons la grippe, nous ne ferons pas cette maladie et du coup, nous ne la transmettrons pas non plus. Et c'est là un élément important. Nous avons une protection individuelle et nous avons également une protection collective, puisque nous ne serons pas des agents qui transmettront une maladie. Voilà comment résumer l'intérêt d'une vaccination. Et vous savez qu'il existe de très nombreuses vaccinations possibles, nécessaires, utiles et quelquefois même réglementaires dans les différents pays du monde. OK. Alors, tout ça pour dire que finalement, quand on est vacciné, on est protégé et que ça protège également les autres, pas seulement soi-même. Mais est-ce que malgré tout, il y a un risque pour le sujet qu'on vaccine? Parce que là, si on prend un risque, quelque part, on inverse la vapeur. Jean-Louis Sammarco. Il n'existe pas d'intervention médicale qui soit dépourvue de risque. Donc ça veut dire qu'il y a un risque. Le problème est de savoir quel est risque le risque représenté par la maladie et le risque représenté par l'intervention médicale. Vous remarquerez que je ne parle pas de vaccination, je parle d'intervention. Oui. Qu'il s'agisse de soins ou qu'il s'agisse de prévention, dans les deux cas, il peut y avoir un danger. Et quelquefois, ce danger est fort. Jean Orbert, vous parlez tout à l'heure de la vaccination contre la variole. Et tous les gens de mon âge ont été vaccinés contre la variole. Et du fait que nous avons éradiqué, parce que cette variole ne touche que les humains, il n'y a pas de réservoir animal, et lorsque la population dans son ensemble a été protégée contre la variole et que nous n'avons plus risqué d'être contaminés, on a supprimé la vaccination. Parce qu'elle était devenue inutile, premier argument, mais parce qu'elle était dangereuse, deuxième argument. Mais le danger de la vaccination antivariolique par rapport au danger de la variole, il est loin d'être négligeable, ce danger de la vaccination. Mais par rapport à la variole, le risque de variole est beaucoup plus grave. Le problème n'est pas de mesurer, de dire s'il y a danger ou pas, c'est de mesurer ce danger et de dire est-ce que ce danger est plus faible que la maladie elle-même. Alors maintenant, il y a toute une série de fantasmes autour d'un certain nombre de dangers de la vaccination. La vaccination contre la grippe peut représenter comme danger de vous donner 38 pendant 24 heures et peut-être une douleur ou un point d'injection. C'est tout. Oui, donc c'est très supportable. Là, et entre le danger vital pour un sujet âgé ou pour un sujet fragile, ou le danger de contamination pour un agent même des professionnels de santé qui risque par sa maladie, non seulement pour lui-même, mais de la transmettre, il n'y a pas photo, l'avantage est sans commune mesure. Et les vaccinations qui sont proposées ont des risques qui relèvent maintenant. Il faut mettre tout à fait à part le vaccin contre la variole. Il risque en tout et pour tout une fébricule à 38 degrés, une petite fièvre. Le testicule, c'est un petit témoin, et la fébricule, c'est un petit... Je trouve que vos exemples sont extrêmement bien choisis. Et ça veut dire chaque fois petit. Mais la canicule, c'est le petit chien, etc. Voilà. J'entends dans la maison du soleil. Bien sûr. Je veux dire qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les dangers, et les dangers des vaccinations en général, et mis à part la vaccination contre la variole, sont des dangers extrêmement restreints. Et entre la crainte du vaccin et la réalité du danger du vaccin, là aussi, il y a une crainte qui est totalement disproportionnée. Alors, bien sûr, il y a une crainte disproportionnée. Effectivement, les vaccins que l'on a aujourd'hui sont des vaccins qui sont fiables et qui, par conséquent, font courir très peu de risques ou très rarement un risque, en tout cas, des risques discrets. Des risques discrets aux personnes que l'on vaccine. Néanmoins, il y a quand même un risque. Est-ce qu'on a le droit, et je me tourne vers Pierre Lecause, de faire prendre un risque à un sujet pour qu'il soit immunisé et qu'il ne transmette pas la maladie à d'autres sujets? Ça, c'est une question d'éthique. Oui, parce qu'elle pose le problème de savoir jusqu'où nous acceptons le principe de la liberté individuelle, qui est vraiment la valeur cardinale dans notre société. Et avec la culture de l'émancipation des années 70, on a vu s'ancrer vraiment dans notre culture cette idée que l'autonomie, la libre décision, l'autodétermination des personnes est une valeur absolue, sacrée. On a d'ailleurs vu récemment, à propos de l'affaire des
caricature de Mahomet, un journaliste dire que la liberté était notre Coran, qui est une manière aussi de dire que c'est sacré. Et donc, par rapport à ce principe intangible de notre société, la liberté individuelle, nous nous trouvons dans une situation embarrassante, puisque, étant donné que l'individu va mettre peut-être en danger la santé des tiers, eh bien, nous sommes tentés de lui imposer une vaccination, mais du même coup de faire une entorse à cette valeur à laquelle nous tenons particulièrement. Là, vous parlez des vaccins obligatoires, puisqu'il y en a un certain nombre, je crois. Oui, alors justement, les choses ne sont pas tellement évidentes. On exerce en fait une forte pression, par exemple, en interdisant la scolarisation des enfants. Alors, mais oui, je voulais dire, concrètement, il est très difficile de faire dépêcher une équipe de CRS dans un quartier, dans les foyers, et obliger les gens à se vacciner. Vous voyez, ça la heurterait vraiment profondément. Oui, mais en même temps, les systèmes qui sont mis en place pour les vaccinations obligatoires font partie, j'allais dire, du parcours médical normal qu'un individu doit suivre. Jean-Louis Saint-Marco. Accepté, en tout cas. Et c'est vrai. Et vous donniez l'exemple de la scolarisation. On ne peut pas faire rentrer un enfant en crèche, en milieu collectif, crèche ou école, s'il n'est pas vacciné contre le BCG. On ne peut pas rentrer dans un milieu professionnel en rapport avec la santé si on n'est pas vacciné contre l'hépatite B. Et ça, ce sont des règles intangibles et auxquelles il n'y a pas d'exception. Ça fait partie de ces, j'allais dire, comment je pourrais dire, des consensus sur lesquels on s'est attablé, dans lesquels, à la liberté individuelle intangible, vient s'opposer la règle de la protection de la collectivité. C'est ce qui fait toute la difficulté de la vie en société. Moi, j'ai rien contre. Et on pourrait dire, si cet enfant n'est pas vacciné, il n'ira pas à l'école. Si cette jeune femme n'est pas vaccinée contre l'hépatite B, elle ne rentrera pas à l'hôpital. Et à ce moment-là, on respecte sa liberté. Je pense que, étant donné, je veux dire, les risques que ça représente, je trouve que c'est des combats exagérés pour des problèmes comme ça. Ceci parce que, c'est vrai que c'est ma philosophie, j'admets totalement un certain nombre d'amputations de ma liberté au nom de ce que je dois aux conditions de vivre en société. Est-ce qu'on ne peut pas comparer cette différence, si je puis dire, entre la liberté très très légèrement amputée et le vaccin avec un risque extrêmement léger, et puis au contraire, la liberté pleine et entière de pouvoir jouir de sa vie sans risquer de porter atteinte à la vie des autres, quand, comme le vaccin va vous permettre de vous immuniser contre une maladie. Est-ce qu'on en fait une question religieuse ? Et auquel cas on a des positions qui sont des positions mythologiques, religieuses, philosophiques, dans lesquelles c'est une atteinte à ma liberté, donc je la refuse. Et ma vision plus, j'allais dire, tolérante et d'intégration de l'individu dans une société, je ne sais pas ce que serait un individu qui ne serait pas dans une société, je ne l'imagine pas. Et je pense que ça fait partie du prix à payer pour vivre dans cette collectivité. Et en plus, je dis, ce prix, il est quand même très modeste. Oui, très modeste. Alors, les vaccins obligatoires, peut-être on fait une petite liste très rapide de ce qu'il y a comme vaccin obligatoire. Jean Barlet, peut-être ? On a très rapidement cité le BCG, oui. À l'heure actuelle encore est obligatoire chez le petit enfant. C'est pour le BCG, pour quelle maladie ? C'est contre la tuberculose, qui, on en parlera tout à l'heure, est une maladie encore endémique en France, comme dans beaucoup de pays. On vaccine également contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, qui sont des maladies qui ont pratiquement disparu à l'heure actuelle dans nos pays et oui, pas dans d'autres dans lesquels on n'exerce pas cette pression par la vaccination. On vaccine contre l'hépatite B, on le disait. Ce n'est pas un vaccin obligatoire pour l'ensemble de la population, mais pour des populations ciblées, les militaires, les personnels de santé. Il y a eu d'ailleurs certaines polémiques par rapport à ce vaccin. Oui. Il existe encore certaines polémiques, mais vous en avez déjà beaucoup dit, et s'il est nécessaire, on en redira quelques mots. Voilà quels sont l'essentiel des vaccins obligatoires. Alors, il existe d'autres vaccins qui sont recommandés à côté des obligatoires et qui sont souvent réalisés en même temps que les obligatoires lorsque les gens y souscrivent. C'est par exemple le vaccin contre la rubéole, contre les oreillons, contre la rougeole, qui sont des maladies virales, infantiles, contre lesquelles il existe à l'heure actuelle des vaccins. Alors vous, Simone Di Nicola, avec la MNH, vous participez à des campagnes de prévention. Est-ce que vous avez des campagnes justement pour inciter les gens à être vaccinés ou inciter les parents à faire vacciner leurs enfants contre certaines maladies ? Nous avons dans nos revues parfois des informations là-dessus. Donc nos revues s'ouvrent à ce type de questionnement et où nous recommandons, bien entendu,
Donc pour vous, c'est une part de votre action de santé publique. Tout à fait. Dans nos revues, justement, pour bien expliquer les enjeux, les risques, mais aussi tous les avantages pour la population autour des personnes. Tout à fait. Alors, tout le monde n'est pas égal devant la vaccination. On a vu qu'il y avait certains pays, justement, où c'était très différent de notre situation en France, par exemple. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il y a des problèmes économiques qui font que c'est comme ça? Essentiellement, c'est des problèmes économiques, malheureusement. Alors, il y a deux choses. Il y a des problèmes économiques qui font qu'un vaccin qui existe n'est pas distribué pour des motifs de structure administrative et médico-administrative. La chaîne du froid, pour pouvoir maintenir. Est-ce que chaîne du froid, ça signifie route, ça signifie groupe électrogène, ça signifie chaîne du froid stable, et donc toute une série de conditions. Et parmi le projet d'élargissement du vaccin, c'était presque, j'allais dire, le vaccin était l'occasion de structurer des zones qui étaient abandonnées et de leur faire un accès à la route, un accès à l'électricité, un accès au froid, etc., et dans lesquels il y avait des bénéfices qui dépassaient très largement la vaccination en tant que telle. Et puis, il y a une deuxième chose. Il y a des vaccins qui n'existent pas parce qu'ils ne touchent pas de peuples intéressants, c'est-à-dire les peuples occidentaux. Quand vous pensez que la première maladie au monde, c'est le paludisme, et que la deuxième, c'est la bilharziose, et qu'il n'existe de vaccin ni contre l'un ni contre l'autre, la raison est simple. Les seuls qui sont touchés sont des Noirs et des pauvres. Donc, nous, occidentaux, on s'en moque. Et on n'investit pas pour la santé des autres. Donc ça, c'est un vrai problème éthique, Pierre Lecause. Voilà quelque chose qui devrait nous interpeller complètement. On n'est même pas au courant? Si, tout le monde est au courant, mais enfin, ça fait partie de ces choses. On préfère parler d'autres choses. Oui, ce n'est pas au premier titre des journaux. On préfère mettre le tiercé, le loto et le football. Mais je voudrais évoquer ici un problème très important, c'est que parmi les grandes valeurs cardinales sur le plan de l'éthique médicale, il y a le respect de l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et l'équité. Et l'équité, cela signifie une juste répartition des biens et des services de santé entre tous. Et là, manifestement, nous manquons à un principe fondamental de la justice. Alors, quelle est la différence? On parle d'épidémie, on parle de pandémie, on parle d'endémie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'on s'y retrouve un peu? La différence entre ces termes? Un peu de jargon. Oui, Jean-Louis Saint-Marco. On va commencer par le plus grave. La pandémie, comme son nom l'indique, pan, c'est tous. Un état pandémique, imaginons que demain la grippe aviaire devienne échange humain et que nous ayons une explosion mondiale de la pathologie qui toucherait l'ensemble de la population. Tous ne mourraient pas, mais tous seraient atteints. Ça, c'est le niveau global. Donc, pandémie, c'est le monde entier. Le monde entier. À l'autre extrémité, vous avez des cas sporadiques. Oui. Petits cas par-ci, par-là, avec 3 ou 4 contaminations autour. C'est vraiment l'autre extrémité, et c'est exprès que je vous montre ça. Entre les deux, vous avez la Alors, qu'est-ce que c'est l'autre extrémité? C'est les cas sporadiques. Non, attendez, je vous ai donné la pandémie d'un côté, les cas sporadiques de l'autre. Oui. Donc, 3 cas d'un côté, des milliards de l'autre. Et ça vous donne vraiment. Entre les deux, vous avez le milieu, l'état endémique. L'état endémique, c'est la tuberculose dont parlait Jean-Robert tout à l'heure. Oui. C'est une maladie qui stagne, qui n'est pas catastrophique, qui ne bouge pas surtout. Je crois que c'est ça qui va nous permettre, mais qui reste à un niveau inacceptable, bien sûr, mais dont parlait Lecause tout à l'heure en disant qu'elle touchait les autres. La tuberculose, c'est une maladie grave en France, mais essentiellement chez les pauvres. Et chez les pauvres du tiers-monde, et parmi les gens du tiers-monde, plus parmi les Sénégalais et les Maliens que chez les autres. Mais donc on s'en fout parce qu'on n'est pas Sénégalais, en gros. Hein, je caricature pour montrer un peu la chose. Et puis vous avez les mouvements épidémiques. Alors les mouvements épidémiques, c'est le passage d'un cas sporadique à un cas plus nombreux et l'évaluation. Vous avez l'épidémie de grippe qui est en train de nous toucher, dans laquelle on voit le nombre, pour l'instant un peu sporadique, qui va exploser, y arriver à un seuil et puis retomber. Et quand ça ne retombe pas, on arrive au niveau pandémique. Est-ce que j'ai été clair? D'accord. Donc, en quelque sorte, l'épidémie, c'est effectivement quand la maladie se transmet à un grand nombre de personnes et qu'elle bouge. Et qu'elle bouge. En termes de nombre, excusez-moi, et qu'elle bouge dans un sens ou dans l'autre. Vous avez le mouvement épidémique positif, enfin croissant, et puis la décroissance. Quand ça ne décroît pas, on arrive à l'explosion pandémique. Et donc, l'état endémique, c'est une espèce d'état stagnant, voilà. En quelque sorte. En gros, actuellement, pour le sida en France, nous sommes en endémie faible, mais en endémie, puisqu'il reste un matelas, excusez-moi, du côté... Oui, bien sûr, mais j'ai compris ce que je voulais dire, comme on te parle. Un nombre de gens qui sont actuellement touchés ou touchables, susceptibles d'eux. Alors, et c'est scandaleux, ce n'est pas une question de nombre, c'est que nous pourrions l'éviter. Et ça, quand on peut l'éviter et quand on ne l'évite pas, ça devient scandaleux.
Bien sûr, mais ça veut dire qu'on a les moyens de faire baisser oui, encore, d'éliminer. D'éliminer carrément. Vous voulez dire pour le sida, par exemple? Par exemple. Expliquez-nous comment. C'est simple. Alors là, le sida est une maladie par laquelle on peut se contaminer par voie sanguine ou par voie sexuelle. À partir du moment où on sait comment on contamine, et Dieu sait s'il y a eu des problèmes au niveau du sang, parce qu'il y aurait des choses à dire sur les problèmes sanguins, aujourd'hui, la contamination sanguine officielle par transfusion est disparue depuis des années. Reste une contamination faible chez les toxicomanes qui échangent du matériel, des seringues et ou le reste du matériel à l'occasion de transfusion ou de sniff. Il faut penser à cette notion aussi. Et là, dès lors qu'ils savent et qu'on leur donne le matériel complet pour pouvoir éventuellement, vous allez me dire je suis complice, j'assume la complicité, je préfère être complice de leur santé et le maintien de leur santé plutôt que d'être complice de leur maladie. L'autre solution, c'est la contamination sexuelle. À partir du moment où la contamination sexuelle existe, plutôt que de dire aux gens protégez-vous, toute relation sexuelle de rencontre, toute primo-rencontre doit être protégée. Et de deux choses l'une, c'était une rencontre de passage. On a tiré un coup un soir, il est protégé, et celui-là est facilement protégé. La deuxième chose, on établit un couple, mais le couple, on va l'établir progressivement. Pendant le temps d'établissement du couple, éventuellement avec des relations sexuelles, elles seront protégées. Et lorsque le couple sera établi, on abandonne la protection et on utilise une autre méthode de prévention d'une grossesse non désirée. Et à partir de ce moment-là, on réduit complètement, on élimine les contaminations. Il restera peut-être 3 bavures, mais aujourd'hui, nous avons des bavures qui se chiffrent par milliers. Et ces milliers sont évitables, donc, je répète, scandaleux. D'accord. OK. Alors, justement, vous parliez des modes de contamination. On parle du sang, on parle de la respiration, des voies aériennes, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a d'autres modes de contamination des agents infectieux? Et puis aussi, peut-être, quels sont les agents infectieux qui provoquent des épidémies? Jean-Robert Harley. Alors, les agents infectieux provoquant des épidémies, on en connaît la plupart. Les agents infectieux sont des virus et des bactéries. Ce sont également des parasites. On a cité tout à l'heure le paludisme, on cite la bilharziose, on cite des maladies qui sont plus exotiques. Mais revenons sur ce que l'ensemble de la communauté française connaît à l'heure actuelle. Le virus de la grippe, par exemple, avec toutes ses déclinaisons, la grippe humaine que nous connaissons chaque année, la grippe aviaire que nous redoutons comme pouvant devenir... Mais qui n'est pas humaine pour le moment. Qui n'est pas humaine, mais dont on redoute l'éventualité de sa transformation en une grippe humaine. Ce sont des agents infectieux. Des bactéries également sont présentes et chaque fois qu'un tuberculeux crache ou tousse, il libère dans l'atmosphère des agents infectieux qui s'appellent le bacille de corps. Et c'est de cette façon-là que son entourage se contamine à son contact, respirant le même air que lui. Et on revient à ces vieilles notions de miasme, si l'on veut. Mais c'est bien comme ça, par l'air ambiant, que l'on se contamine. On peut se contaminer par l'eau que nous buvons, l'eau dans laquelle nous nous lavons, et ça beaucoup plus dans ce qui concerne certains virus et certains parasites en Afrique, en Inde. Nous avons un certain nombre de contaminations de cette façon-là. En fait, c'est très simplement à travers nos contacts avec l'extérieur, dans notre respiration, dans notre contact avec l'air, on l'a dit, avec l'eau, avec la digestion et les aliments, et puis le contact sexuel également, qui est un contact privilégié ô combien pour la multiplication de l'espèce humaine, mais également pour la multiplication de certaines espèces bactériennes ou virales. On a cité le virus du sida, on ne manquera pas de citer également les gonorrhées, les syphilis et autres maladies vénériennes, mycoplasmes ou autres qui peuvent exister. Voilà. Alors, si je comprends bien, pour éviter la contamination, il ne faut plus boire, plus respirer, plus manger, plus avoir de rapports sexuels. Est-ce qu'on peut vivre encore, Jean-Louis Sammarco? Je crois qu'il faut bien préciser, et Jean-Robert a eu raison de vous donner toute la liste des germes qui peuvent être en cause et des modalités qui peuvent être en cause. Il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est que chaque virus ou chaque germe a sa voie. Et chaque virus ou chaque germe a son vecteur. Et par exemple, le chikungunya en ce moment n'est transporté que par une sorte de moustique qui est l'Aedes, qui n'a rien à voir avec l'anophèle qui transporte le paludisme, etc. Et
Pour les hépatites, par exemple, l'hépatite A se transmet exclusivement par voie digestive et l'hépatite C exclusivement par voie sanguine. Je ne dis pas de bêtises, Jean-Robert. Et c'est exprès que je n'ai pas parlé de la troisième, parce que là, on sait moins bien. Mais donc, il y a à chaque fois une voie qui est tout à fait spécifique. Bien sûr. Et donc, on ne peut pas attraper n'importe quoi par n'importe quelle façon. Alors, on a eu l'épidémie de la vache folle il n'y a pas très longtemps. Épidémie, en fait, qui n'a fait que quelques centaines de morts. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie? Il n'y a pas eu beaucoup de... Dizaines, excusez-moi. Quelques unités. Mais c'est déjà monstrueux. Quelques unités, oui, c'est d'accord. déjà beaucoup. C'est pas parmi les bovins, par contre. Là, il y en a eu beaucoup plus. Et on redoutait les choses. Alors, de quelle façon on a évité une contamination? Effectivement, en mettant en quarantaine absolue le cheptel britannique, empêchant que ce cheptel britannique puisse être vendu et contaminer les autres troupeaux et de ce fait éventuellement contaminer les humains. Voilà de quelle façon une contamination a pu être bloquée, et on va dire éradiquée, c'est souvent comme ça que... Alors est-ce que dans ce regard global de la santé publique, on inclut aussi les animaux finalement, puisque quelque part, il y a des mesures vétérinaires, on le voit aujourd'hui avec la grippe aviaire. Bien entendu. Mais je voudrais revenir sur une notion qui me paraît extrêmement importante. Vous vouliez dire quelque chose? Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Du tout, non, je vais abonder dans ton sens. Je veux simplement dire, par exemple, que certains vaccins dont on n'a pas parlé sont des vaccins non obligatoires, qui sont des vaccins destinés à certaines populations. Je parlais, par exemple, des gens qui travaillent en contact avec les élevages. La leptospirose, la brucellose sont des maladies qui se contractent au contact des animaux et qui, de ce fait, peuvent faire l'objet de vaccinations professionnelles. Et c'était pour parler des troupeaux, bien entendu. Et tu vas parler sans doute de l'AFSAP et de l'AFSA, qui sont des éléments qui globalisent tout à fait ce que peut être la santé publique, qui n'est pas seulement la santé de l'homme. Pas seulement, c'est la santé de son environnement et de lui en particulier. Mais je crois qu'il faut insister sur une notion, grâce à la vaccination, ça me permet de voir un petit peu la façon difficile qu'on a de juger les notions de santé publique. Voyons la vache folle. On en a fait, à un moment donné, peut-être trop, si on fait le parallélisme entre le nombre de morts, si on compte, comme Staline, combien de divisions? Quelques morts. C'est quelques morts de trop et c'est ignoble. Mais on a fait un énorme effort et il y a eu peu de morts au bout du compte. Et on ne se rend pas compte que s'il y a eu si peu de morts, c'est parce que les efforts ont été faits, parce qu'on a abattu des bêtes, parce qu'on en a isolé d'autres, parce qu'on a modifié radicalement le commerce de la viande. Il y a eu d'énormes mesures, à la limite, qui paraissent presque disproportionnées. On se dit, après tout, est-ce que ce n'est pas beaucoup de choses pour rien? Non, c'est beaucoup de choses pour qu'il n'y ait rien. Et c'est ça le paradoxe de la prévention. Une prévention qui marche, c'est une prévention pour laquelle il n'y aura pas d'effet. Et on se dit, mais pourquoi on a fait tout ça puisqu'il n'y a rien eu? Imaginez ce qu'on dira dans 6 mois du directeur général de la santé qui s'occupe de la grippe aviaire si on est complètement éliminé en dehors du coup. Bien, certes, c'est parce qu'il aura organisé de façon parfaite le circuit qu'on sera protégé. Et on dira, il s'est foutu de nous, il a bouffé notre argent, c'était pas pour rien. Deuxième chose, il a fait toujours autant d'efforts et il y aura quand même des problèmes de grippe aviaire. Et on dira, il a bouffé notre argent, ça ne sert à rien, puisqu'il y a eu des... Vous voyez, c'est la difficulté. Alors que quand le soin qui va de soi, puisque le malade le demande, et le demandant, le reste suit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, Simone... Oui, je vous en prie, Simone Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose? Par rapport au chikungunya à La Réunion, c'est un petit peu le problème que vous disiez tout à l'heure par rapport aux populations plus pauvres ou noires. Et donc, la critique qui a été apportée par les populations de La Réunion, c'est de dire on n'a pas suffisamment éradiqué ce moustique. Et donc, cette maladie se propage de façon importante à La Réunion. Hein. Voilà. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à l'information, justement, au niveau de la prévention des épidémies. Finalement, je veux dire, une grande partie de la prévention, c'est aussi de faire savoir. Et donc, de donner aux gens, à travers l'information, des règles comportementales qui leur permettent d'éviter ces contacts dont on parlait tout à l'heure. Donc, il y a non seulement une action réelle sur le terrain, où, par exemple, on élimine les moustiques, ou bien on écarte les troupeaux infectés, etc. Et par ailleurs, on fait savoir est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte d'équilibre qui, de temps en temps, comme le disait Jean-Louis San Marco, a l'air d'être franchi dans le mauvais sens. Simone Nicolas. Enfin, on informe, mais aussi on peut agir. Par exemple, justement, je continue sur le chikungunya. Étant donné que des populations qui ont des faibles revenus ne peuvent pas se payer la lutte contre les moustiques, eh bien, la MNH envoie à ses adhérents qui ont des faibles revenus
du matériel pour se prémunir contre ces moustiques et même envoie des aides financières pour les adhérents qui ont des petits revenus. Donc en fait, c'est à la fois une information, mais parfois, quand il le faut, une action concrète. D'accord. Alors, pour terminer, peut-être Pierre Lecause, un petit mot. Oui, juste pour dire que parmi les mesures qui posent des problèmes éthiques également, et qui portent atteinte cette fois non plus à la liberté, mais à l'égalité, il y a les mesures d'isolement obligatoires. Par exemple, si quelqu'un refuse un traitement antituberculeux, on peut procéder, au nom de la sécurité sanitaire, à son isolement obligatoire. Mais nous sommes embarrassés par des questions de discrimination. Je ne reviens pas sur l'affaire du sanatorium qu'on avait proposé pour les populations homosexuelles dans les années 80. Enfin, certains hommes politiques avaient proposé. Donc, voilà. Un homme politique, et aujourd'hui, le problème se pose toujours, et je reviens sur ce traitement, enfin sur le vaccin antituberculeux, parce qu'on n'a pas, pour simplifier, rappelé que ce n'est pas toutes les tuberculoses que peut soigner ou prévenir le vaccin. C'est seulement une petite partie, une certaine forme de tuberculose. Or, est-ce qu'on peut ne pas obliger les gens, ou est-ce qu'on va obliger les gens à faire un vaccin pour lequel l'efficacité n'est que partielle? Et si on ne leur impose pas, pourquoi va-t-on l'imposer aux populations migrantes qui viennent, par exemple, des pays de l'Est parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Vous voyez une chose, il est nécessaire de voir que pour qu'une mesure de santé publique garde un caractère moral, il faut qu'elle soit efficace. Et c'est un peu la question qui se pose autour du BCG. Je ne voudrais pas épiloguer trop longtemps là-dessus, mais est-ce qu'il est vraiment bon, ce vaccin? Est-ce qu'il est aussi bon qu'on pourrait le supposer? Si j'en étais certain, je l'affirmerais haut et fort. Il est obligatoire, donc je le fais. Mais je me permets quand même de dire que je ne suis pas certain. J'obéis en protestant, en me disant que tant qu'à faire de m'imposer quelque chose, il vaudrait mieux m'imposer quelque chose qui soit efficace. Alors, en matière de santé publique, donc, on a comment dire, une mesure sur des populations importantes, mais de temps en temps, on oublie un petit peu l'individu. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque pour l'individu d'être comment dire, relégué au deuxième plan par justement des considérations de santé publique? Donc, le débat entre les droits et les devoirs de l'individu et les droits et les devoirs de la collectivité sont au centre des réflexions de santé publique. Et plutôt que de parler de façon ésotérique, parlons de choses très pratiques. Le sida. Un malade atteint de sida. L'isoler est aberrant, donc immoral, parce qu'inefficace, parce qu'il ne peut être contaminant que par voie sanguine ou par voie sexuelle. Pour que je me contamine à son contact, il faut que je participe à un échange sexuel ou sanguin avec lui. Je m'expose. C'est ma responsabilité. Ce même individu atteint de sida, du fait de son sida, présente une tuberculose multirésistante. Il faut l'isoler, parce que son mode de contamination de la tuberculose multirésistante, à son entourage, il n'y a que les médecins et les personnels médicaux qui doivent prendre ce risque. Et il faut éviter la contamination du reste de la population. La mesure, ignoble dans un sens parce qu'inefficace, devient légitime, même si elle est difficilement supportable, devient légitime par son efficacité, en fait, d'un danger qui existe vraiment pour le reste de la collectivité, dont je me dois, en tant que médecin de santé publique, de protéger la collectivité contre le risque auquel l'expose la présence de cet individu. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie pour cet épisode donc, sur la vaccination, l'épidémie et la pandémie. Nous nous retrouverons demain et nous parlerons justement de la gestion des risques en santé publique, c'est-à-dire des politiques de dépistage, des politiques de prévention, et particulièrement par rapport à l'alcool, aux drogues et autres conduites à risque. Je vous dis donc à demain sur Questions d'éthique sur APHM Télévision. Au revoir.